Bonjour à tous. Désolée pour ces petites minutes de retard. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, j'espère que tout le monde nous entend bien. Donc, tout d'abord, ce webinaire et le projet Sensonut que nous allons vous présenter ont été réalisés avec l'appui de l'ACTIA, l'association de coordination technique de l'industrie agroalimentaire, qui fédère les centres techniques agroalimentaires français, auxquels le CRIT agroalimentaire La Rochelle et Actalia appartiennent. Quelques informations pratiques, ce webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay et au support de présentation sur le nouveau site internet de l'Actia, ActiaDoc. Nous allons vous mettre le lien dans la conversation. Nous allons réserver les questions plutôt en fin de présentation. Vous avez un icône Q et R en haut de votre écran qui vous permet de nous les poser. Et voilà, sinon pour échanger ensemble, nous avons aussi la partie conversation et à l'issue du webinaire, nous vous transmettrons un petit questionnaire de satisfaction. Voilà pour les premiers mots. Donc déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Lucille Royer, je suis conseillère technologique au CRIT agroalimentaire à La Rochelle. J'interviens sur les sujets réglementation, information du consommateur et nutrition. Alors, je prends la suite. Pour ma part, je m'appelle Virginie Herbreteau et donc je travaille pour l'Institut technique agro-industriel Actalia dans le département Actalia Sensoriel. Et donc, je suis directrice d'études. Je m'occupe des études consommateurs et sensorielles. Et donc, on a avec nous aussi Maëlène qui fait partie d'Actalia. Je te laisse la parole, Maëlène. Oui, merci Virginie. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Maëlène Martin, je suis ingénieure nutrition au sein d'Actalia, donc moi sur le site de Saint-Lô, avec la partie donc Actalia Innovation qui complète Actalia Sensoriel chez nous. Donc, j'anime le réseau Actia NutriPrévus, donc en quelques mots. C'est un des réseaux historiques au niveau de l'Actia autour de la qualité nutritionnelle des aliments. Dans son format actuel, donc nous sommes 15 partenaires, principalement des centres techniques de l'Actia, mais également des établissements d'enseignement et quelques équipes de recherche. Par rapport à notre sujet phare depuis 2020 à peu près, donc nous nous concentrons à l'amélioration de la qualité nutritionnelle pour une offre alimentaire durable autour de 3 angles. Des questions autour du positionnement nutritionnel des aliments. Donc là, il faut entendre la démarche de diagnostic, mais aussi les réflexions autour des indicateurs nutritionnels, comme le Nutri-Score, mais pas que. Nous avons donc un deuxième angle qui est autour des stratégies d'amélioration nutritionnelle avec un levier formulation au travers d'un outil que nous avons lancé en 2021, Optinut, et dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Et enfin, notre troisième angle de travail, c'est l'approche multicritère et les questions actuelles concernent le couplage des données nutritionnelles et environnementales. Bien, je vais enchaîner avec le second réseau qui a participé au projet que nous allons vous présenter, donc le réseau Sensorialis que j'anime. Ce réseau associe également différents partenaires issus de différentes structures, soit des instituts techniques ou des organismes de recherche et établissements d'enseignement, qui associent dans ce réseau différentes expertises pour répondre globalement aux problématiques qui concernent la dimension sensorielle de l'alimentation et plus généralement la perception de l'alimentation par les consommateurs. Donc, vous avez là à l'écran l'ensemble des partenaires qui sont réunis, qui nous permettent d'associer différentes visions en fait, de l'alimentation avec le point de vue sensoriel, le côté sociologique et économique aussi de l'alimentation. Et dans le cadre de nos travaux, en fait, on organise des projets, différentes actions avec les objectifs suivants, de mieux comprendre les comportements et notamment les mécanismes de choix des consommateurs, travailler globalement aussi sur le domaine de l'évaluation sensorielle, les méthodes, améliorer les pratiques dans ce domaine et
justement en relier les différentes dimensions de l'alimentation. C'est ce qui nous a amené aussi à travailler dans ce projet avec le réseau NutriPrevious pour relier la qualité sensorielle aux dimensions nutritionnelles, voire aussi environnementales. On a mené des travaux qui se traduisent par différentes réalisations, des développements de bases de données, des outils collaboratifs aussi, et puis la participation à plusieurs projets de recherche. Donc là, celui dont on va vous parler aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, concerne donc les améliorations nutritionnelles et les contraintes sensorielles, plus spécifiquement dans le contexte d'une réduction, d'un objectif de réduction en sel. Donc, on aura plusieurs parties dans ce webinaire. Une première mise en contexte au départ pour rappeler pourquoi réduire la teneur en sel des aliments. Ensuite, on vous présentera les résultats du projet Actia Scienfonut que nous avons mené avec nos deux réseaux. Pour identifier, dont le but de ce projet était d'identifier les techniques et les contraintes sensorielles dans le cadre de l'amélioration d'une composition nutritionnelle. On a regardé plus globalement par la réduction des teneurs en sucre, sel et matières grasses, mais on se focalisera aussi aujourd'hui sur le cas du sel. Et puis pour mettre ça un peu plus en contexte et vous présenter un cas pratique, on vous présentera un cas d'étude basé sur une réduction en sel d'une soupe à la tomate, où vous verrez la mise en œuvre de l'outil Optinut dont on vous a parlé tout à l'heure et comment on peut exploiter les résultats du projet Sensonut dans un objectif de reformulation. Et puis on verra aussi comment on peut mener les tests sensoriels qui permettent de valider cette réduction en sel. On finira par une partie de questions-réponses où on sera à votre disposition. Voilà pour le programme à venir. Alors, pourquoi réduire la teneur en sel des aliments? Donc, c'est avant tout un enjeu de santé publique, mais ça fait partie aussi des attentes des consommateurs, notamment ceux qui ont des problèmes de santé en lien avec le sel. C'est aussi une composante réglementaire puisque maintenant on est obligé d'étiqueter la teneur en sel des produits depuis le règlement INCO. Et il y a aussi le Nutri-Score qui reste volontaire pour le moment. Et puis des seuils de reformulation qui sont envisagés au niveau national, mais qui ne sont pas pour le moment obligatoires. Et donc dans tout ce contexte-là, c'est important aussi pour la compétitivité des entreprises. Donc on a vu, il y a 2 leviers prioritaires, l'information du consommateur et les seuils de reformulation. Donc comme je disais, c'est avant tout un enjeu de santé publique. Dans le dernier programme national nutrition santé, le PNNS 4, il a été constaté qu'il y avait encore 90% des adultes qui dépassaient la limite de 5 grammes de sel par jour recommandée par l'OMS. Et en réalité, c'est même le double pour les hommes, donc qui consomment en moyenne 10,2 grammes de sel par jour en France, et les femmes 8,2 grammes de sel par jour. Donc le PNNS recommande de limiter la consommation de sel et de produits salés. Le sel provenant surtout des produits transformés tels que la charcuterie, les plats préparés du commerce, les soupes déshydratées, le fromage, le pain notamment. Donc il conseille aussi de réduire la quantité de sel en cuisinant et de ne pas ressaler à table et de privilégier le sel iodé. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, en consommant trop de sel au quotidien, on peut avoir des risques augmentés de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle et de cancer de l'estomac. Donc la France est plutôt pionnière en termes d'incitation à l'amélioration nutritionnelle puisque le PNNS existe depuis les années 2000. Donc dans le dernier PNNS, qui était sur la période 2019-2023, qui a été un peu prolongé aussi sur 2024, puisque la nouvelle version devrait sortir là courant d'année 2025.
Donc sur ce qui était prévu au niveau du PNNS, c'était que la France s'engageait auprès de l'OMS de réduire la consommation de sel de 30% d'ici 2025. Et pour cela, le gouvernement comptait agir notamment au niveau du pain, puisqu'il représente de l'ordre de 25% parmi les apports en sel quotidiens des Français adultes et 15 à 19% pour les enfants et les adolescents. Et donc, le gouvernement a engagé des discussions avec la filière boulangerie qui ont abouti en 2022 à la signature d'un accord collectif entre le gouvernement et la filière boulangerie avec des objectifs chiffrés de réduction du sel dans les pains. Donc 1,4 g de sel pour 100 g de pain jusqu'en 2023 et réduction à 1,3 g de sel pour 100 g de pain complet et de pain céréales donc d'ici 2023. Comme la date est dépassée, effectivement, en 2023, en juillet 2023, il a été évalué si l'engagement collectif de la filière était respecté. Et effectivement, la filière a respecté ses engagements et il y a eu des réductions de plus de 20% des teneurs en sel dans le pain. Et il y avait aussi un autre objectif, 1,1 g de sel dans 100 g de pain de mie d'ici 2025, qui devrait être évalué du coup courant de cette année. Et en parallèle, l'OMS, donc en mai 2021, a indiqué des recommandations des seuils en fait en sel pour différentes catégories de produits alimentaires. En mars 2023, ils ont fait une évaluation de savoir au niveau consommation mondiale de sel, où est-ce qu'on en était suite à ces recommandations. Et on est toujours loin des 5 grammes de sel recommandés par jour. On est plus à 10,8 grammes de sel par jour en moyenne au niveau mondial. Et donc en janvier 2025, l'OMS a sorti de nouvelles recommandations. Donc ça s'adresse uniquement aux adultes dans la population générale, donc les adultes en bonne santé. Et l'OMS recommande aux adultes donc, de substituer le sel de table par du sel à base de chlorure de potassium et non plus de chlorure de sodium uniquement. Donc la formulation est déjà surveillée au niveau français par l'OCALI, l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, qui est piloté par l'INRAE et l'ANSES. Donc globalement, ce que l'OCALI a observé au cours des 10 dernières années, c'est que la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire ne s'est pas dégradée et qu'il y a quand même des améliorations notables pour certains nutriments et dans certaines sous-catégories alimentaires uniquement. Donc notamment au niveau des céréales pour petit déjeuner, où les teneurs moyennes en sucre et en sel ont globalement diminué. Et donc c'est l'OCALI qui a évalué notamment le respect de des engagements de la filière pain en matière de teneur en sel. Et donc d'après leurs analyses, 82,5% des pains respectent le seuil défini par l'engagement. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut réduire son produit en sel? Donc déjà, ce qui est important, c'est de faire un diagnostic nutritionnel, un peu comme ce qui est repris dans l'outil qu'on a développé dans le cadre du réseau Actia Nutri Prévieux. C'est un guide de diagnostic nutritionnel, qui est un petit guide qui a été publié. Donc déjà, il faut faire le point sur la composition nutritionnelle pour 100 grammes et à la portion de son produit pour bien connaître son produit. Et ensuite, il faut le comparer par rapport à des indicateurs fixes, donc les indicateurs réglementaires, par exemple les seuils de l'allégation pauvre en sel, par rapport à des indicateurs scientifiques et techniques, comme les seuils de l'OMS, par rapport au système de profilage nutritionnel, donc là c'est le Nutri-Score qui est en vigueur en France, et par rapport au cahier des charges. Et également par rapport à des indicateurs dynamiques, donc les indicateurs de marché, donc ce qu'on a, donc la veille concurrentielle,
Locali, du coup, qui surveille les valeurs nutritionnelles du marché, et la table SICAL, qui est la table française de composition nutritionnelle des aliments. Mais pour réduire la teneur en sel des aliments, il faut aussi faire attention à ce que l'acceptabilité sensorielle des produits par les consommateurs soit aussi au rendez-vous. Et donc pour cela, pour pouvoir avoir des critères par rapport à l'amélioration nutritionnelle tout en respectant les aspects sensoriels, on a mené un projet Sensonut avec le soutien financier de l'Actia, dont on va vous présenter la teneur et les résultats maintenant. Donc sur le projet Actia Sensonut, donc il s'est déroulé sur 2022 et 2023, donc avec l'ensemble des partenaires des deux réseaux, mais plus particulièrement donc Actalia, le CRIT agroalimentaire La Rochelle, Aerial et également AgroParisTech. Donc là, ce que nous allons vous présenter, c'est uniquement le cas de la réduction en sel. Pour ce projet, nous avons fait appel également à des étudiantes en projet tutoré et en stage de fin d'études. Donc l'objet du projet, c'était vraiment d'identifier, de pouvoir exploiter les données de la littérature qui traite de seuils d'acceptabilité et des méthodes d'évaluation sensorielle dans le cas des réductions des teneurs en sel, sucre et matières grasses. Donc la première question que l'on s'est posée, c'est effectivement, est-ce que ce type de données existe dans la littérature? Dans notre ciblage de données bibliographiques, donc les 2 points clés d'entrée étaient vraiment donc l'acceptabilité, l'appréciation du produit par le consommateur face à la réduction en sel, et également d'avoir des données chiffrées, donc en valeur ou en pourcentage, autour donc des teneurs en sodium, sel, ou des pourcentages de réduction en sodium ou en sel. Dans la plupart des publications, d'ailleurs, c'est le sodium qui ressort, hein. Donc ça, c'était vraiment nos points d'entrée pour la sélection de nos publications. Mais il y avait d'autres informations qui nous intéressaient. On avait des questions notamment sur quelles étaient les principales catégories de produits concernés par ces tests sensoriels et ces réductions. On souhaitait avoir, on espérait avoir des informations sur les différentes stratégies de réduction qui étaient employées, et puis également sur les méthodes qui avaient été choisies pour les évaluations sensorielles. Donc on a mené plusieurs requêtes, recoupements, en s'appuyant aussi sur certaines publications clés, savoir quelles étaient les plus citées, et cetera. Ça nous a permis d'aboutir à une première petite sélection. Donc dans notre recherche au départ, on n'est pas, voilà, on est resté sur 2017 à 2022. Sur notre première sélection d'une trentaine de publications, donc il y a eu des relectures qui ont été faites par les partenaires pour arriver à une sélection de 23 publications au final. Dans ces 23, nous avons 8 méta-analyses donc qui sont multiproduits et donc qui sont intéressantes à plusieurs titres, mais qui compilent déjà des données. D'autres publications, ce qui nous permet finalement d'accéder à 93 publications uniques, même si on est passé par des méta-analyses pour récupérer certaines données. Donc au niveau de ces publications, elles étaient principalement d'origine Europe, plutôt des équipes Europe qui les ont publiées, et puis également Amérique du Sud et Amérique du Nord, donc vraiment des publications internationales. En termes de nombre d'études qu'on a identifiées par année, donc la majorité datée d'avant 2009, le fait d'accéder à des méta-analyses nous faisait remonter sur certaines publications, même au début des années 80, mais c'était quand même relativement peu. Donc le gros des publications sont quand même relativement récentes, ou en tout cas à partir de 2009. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail des résultats du projet sur le sel.
Donc tout d'abord, on s'est retrouvé face à une diversité de publications, de types de résultats. Tout d'abord, notre premier travail a été de classer les différents produits qui ont été étudiés. Pour cela, nous avons utilisé la classification du SQL. Et effectivement, on s'est vite rendu compte que il y a 2 catégories principales qui ressortent et qui représentent à elles seules plus de 50% des produits qui ont été étudiés, qui ont été testés avec des réductions en sel. Et donc il s'agit de la catégorie des viandes, poissons, œufs, avec en son sein plutôt des charcuteries, des viandes, des saucisses. Et puis également la catégorie des produits céréaliers, où on y retrouve le pain sous différentes formes. Donc une grosse majorité des produits étudiés viennent de ces 2 catégories-là, qui correspondent en tout cas pour la France aux 2 premières catégories contributrices à l'apport en sel des Français, tout âge confondu. Il y a une certaine cohérence quand même entre effectivement ces catégories et les besoins finalement de reformulation par rapport à ces apports en sel. On y retrouvait quand même d'autres produits, sur la slide d'avant. On y retrouvait également d'autres catégories de produits. Sur les entrées et plats composés, plutôt des soupes. Sur la catégorie produits laitiers assimilés, là, c'est plutôt des fromages, différents types de fromages qui ont été retrouvés. Au sein du groupe des aides culinaires, donc là, on était plutôt sur des vinaigrettes, des bouillons. Et puis, vous voyez, voilà. Ensuite, on a de moins en moins de cas d'études. Fruits, légumes, légumineuses et oléagineux, ce ne sont pas les fruits et légumes bruts. On est plutôt là sur les chips, hein. Et puis, enfin, sur les matières grasses, on a des graisses et des margarines, des huiles. Donc voilà pour les aliments que l'on a retrouvés dans nos différentes publications. En ce qui concerne les stratégies de réduction en sel, nous sommes appuyés sur une classification qui a été proposée par Dunsman dans 2022. Donc nous avons repris ces 5 stratégies qui sont la modification de la saveur des aliments, c'est-à-dire en y ajoutant des épices, des exhausteurs de goût, qui sont la réduction simple en sel, hein, c'est-à-dire la suppression de sel sans compensation particulière. La 3e stratégie que l'on peut retrouver, c'est celle de la substitution. On va le voir, c'est plutôt le chlorure de potassium que l'on retrouve comme principal substituant. Et nous avions 2 autres catégories, avec une catégorie autour de la modification physique du sel. Donc là, il s'agit de travailler sur la taille de particules du sel. Plus la taille est petite de ces particules, plus la perception salée est renforcée. Et la dernière, c'est la modification fonctionnelle. Donc là, on travaille directement sur la conservation du produit, donc bien sûr sur les aliments pour lesquels le sel joue particulièrement ce rôle-là. On ne l'omet pas du tout dans le projet Sensonut, mais on a pris cet axe Senso en priorité. Et puis également parfois d'ajout de texturants, voilà, des modifications de texture pour jouer sur la perception du goût salé. Donc voilà, 5 stratégies que l'on retrouve en termes de réduction en sel dans la littérature. Et donc les 3 principales sont la modification de la saveur, la réduction simple et la substitution. On a parfois des combinaisons de stratégies, bien entendu. Voilà, c'est plutôt des méthodes peu chères, assez rapides et faciles à mettre en place. Voilà, on s'attendait peut-être à avoir la réduction simple en priorité, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a eu pas mal de combinaisons d'ingrédients étudiés. Pour vous présenter un petit peu le type de résultat auquel on a pu être confronté et en illustrant la substitution. Là, c'est un extrait d'une publication de Jenk, donc de 2017, donc une des méta-analyses qui a fait ce travail de consolidation des publications qui traitaient de la réduction en sel et de l'acceptabilité des consommateurs. Donc là, vous le voyez, on a sur différentes catégories de produits.
donc les pains, les fromages, les références des publications. Donc, vous voyez, c'est assez parcellaire, hein, finalement, on en a 2, 3, 4, quelques-unes par catégorie de produits. Et en face, vous avez donc les méthodes de réduction, en tout cas de substitution utilisées. Donc là, on voit assez rapidement que c'est le KCl qui a été utilisé ou la sauce soja. Et enfin, l'auteur a présenté les résultats sous forme de pourcentage de réduction en sel, donc sous 3 schémas, 40%, 40-59 et 60-79. Et là, vous avez donc les pourcentages ensuite utilisés précisément. Et vous avez tous les tests. Donc vous avez aussi bien ceux pour lesquels il y a eu une acceptabilité du consommateur et aussi où vous avez eu des résultats non acceptables. En tout cas, il y avait des différences significatives de perception lors de la réduction. Et donc, effectivement, les résultats qui sont intéressants, que j'aurais pu surligner, sont uniquement ceux qui n'ont pas d'étoile dans ce cas-là. Donc ça, c'est un exemple de substitution. Un autre exemple, toujours sur la même publication, sur la modification de la saveur. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un peu plus de diversité dans la compensation aromatique par les différents exhausteurs de goût. Donc ça peut être des additifs, ça peut être des extraits de levure et même forme de présentation des résultats. Donc là, on était sur les stratégies. Donc là, c'était pour vous illustrer un peu le type de résultats qu'on a pu obtenir. On avait des publications aussi uniques sur une catégorie de produits, mais le fait d'avoir des méta-analyses, ça nous a permis de couvrir quand même beaucoup plus de produits, même si au final, on couvre plusieurs catégories, on a quand même une faible diversité quand même et de produits dans chacune. Donc l'ensemble de l'analyse de ces publications, nous l'avons fait sous forme d'une base de données donc assez conséquente qui nous a permis de recenser toutes les teneurs en sodium alors plutôt en sodium. Donc on avait des teneurs minimales, maximales ou moyennes par produit ou catégorie de produits selon les auteurs, selon les recoupements qui ont été faits. Soit ce mode d'expression-là, soit des pourcentages de réduction. Donc mini, maxi, moyen par produit ou catégorie de produits. Donc l'idée pour nous, c'était aussi de voir la variabilité et d'essayer de ressortir des données moyennes par catégorie de produits ou par type de produit. Dans cette base de données, on a recensé tous les seuils, donc ceux qui étaient acceptés par les consommateurs d'un point de vue sensoriel ou non. Donc, on a tout intégré. Bien sûr, on a rajouté les types de stratégies de réduction, les méthodes d'évaluation sensorielle qui ont été utilisées et on a effectivement d'autres colonnes qui permettent d'avoir la source des différentes données, donc aussi bien la source primaire que la source secondaire aussi, si on était sur une méta-analyse ou pas. Donc ça a été notre outil de travail. Et donc, notre objectif, en tout cas au sein de l'Actia et de ces réseaux, c'est de pouvoir délivrer des informations plus opérationnelles aux entreprises. Et donc, nous avons exploité donc cette base de données pour en retirer des points clés qui ont été valorisés dans Optinut. Donc, en quelques mots, voilà, rapidement sur la slide d'après. Je vais vous montrer ce que ça donne dans Optinut et puis Maëlaine va revenir sur le cas d'étude. Quand même, pour avoir une vision un peu macro de tous ces résultats, qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc là, on ne vous présente pas des résultats produit par produit, mais l'idée, c'était d'avoir les grandes tendances. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, en sein de chacune des catégories, on a une grande diversité, un grand écart sur les pourcentages de réduction qui sont acceptables. Bien sûr, hein, même si notre base de données initiale, elle comporte tous les seuils, on s'est concentré sur ce qui était accepté par le consommateur dans les réductions en sel. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand écart en fait dans les pourcentages acceptables du fait que derrière, on a des stratégies de réduction qui ont pu être utilisées qui sont différentes.
Donc, entre la réduction simple ou le fait d'avoir compensé en ajoutant des aromates ou des substitutions autres. Donc ça explique ce grand écart que l'on a quasiment sur chacune des catégories, avec un petit peu moins de facilité. On peut le voir sur les produits laitiers, donc les fromages derrière, et sur les charcuteries. Donc on sait bien que sur ces deux catégories de produits-là, c'est un petit peu plus compliqué de réduire en sel également. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, on a pu voilà, retrouver des données moyennes aussi par catégorie de produits. Et juste le dernier point qu'on voulait vous apporter aussi, c'était que bien sûr, le pourcentage, en tout cas ces pourcentages, ces seuils et l'acceptabilité du consommateur, elle était reliée au taux initial de sel de ces produits. Et bien sûr, toutes ces publications, tous ces produits, tous ces testés, à chaque fois, on est sur des recettes particulières. Donc, on a essayé quand même d'extraire donc tout ce qui était teneur en sel réduite, qui était acceptable, en y mettant les minimums, les moyennes et les max par produit ou par catégorie de produits. Donc, on a ces deux niveaux-là, ce qui nous permet quand même d'aboutir à une centaine de produits, recettes qui sont en tout cas disponibles dans un des onglets d'Optinut. L'idée pour nous, c'est d'avoir des repères en fait pour positionner son produit. Donc, on a soit des teneurs, soit des pourcentages de réduction qui sont acceptables. Et donc là, ça dépend des sources de données. Les sources sont indiquées aussi, ce qui peut permettre d'aller plus loin si besoin. Et donc, je le rappelle, les résultats, du coup, sont toutes recettes, toutes stratégies, tout consommateur, tout pays confondus. L'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter ces repères issus de la littérature. On était conscient qu'il n'allait pas y avoir forcément tous les produits de disponibles dans la littérature. Donc, on a proposé un complément pour des produits qui ne seraient pas dans cet outil avec les résultats du projet Sensonut, en proposant les repères qui sont disponibles aujourd'hui auprès de différentes organisations. Donc les seuils de l'OMS qui sont définis par produit ou par catégorie de produits, les teneurs que l'on peut retrouver dans la table de composition nutritionnelle du SIQUAL, et puis également les données moyennes, mini et maxi du marché que l'on retrouve dans les rapports et les bases de données de Locali. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller un peu plus loin, d'avoir différents repères et finalement d'aller au-delà du sensoriel. Si je n'ai pas d'indicateur dans Sensonut, de ne pas s'arrêter à ça s'il y a une démarche de réduction en sel. Donc, on a ce petit tableau avec quelques filtres qui nous permet d'automatiser directement un petit graphe qui permet comme ça de visualiser les différents repères, les différents seuils en sel, aussi bien issus de Sensonut que des autres sources. Voilà pour la partie seuil, teneur en sel. Et maintenant, on va voir un petit peu plus dans le détail les méthodes d'évaluation sensorielle qu'on a pu retrouver dans le projet. Donc je poursuis en effet sur cette partie-là. En effet, il y avait un objectif complémentaire dans le projet. C'était aussi de regarder quelles étaient les techniques, les méthodes d'évaluation sensorielle qui avaient été utilisées au travers de ces différentes études qu'on a retrouvées dans la littérature pour justement valider ces seuils de réduction en sel. Donc là, on présente en fait les classifications très larges des méthodologies employées. Évidemment, ce qu'on a retrouvé dans les publications, ça reste une majorité d'études hédoniques, des mesures d'acceptabilité principalement, ce qui est aussi une évidence par rapport à notre objectif qui était d'identifier des seuils d'acceptabilité. Mais on voit aussi que d'autres techniques ont pu être utilisées, alors parfois en complément, parfois seules, soit des méthodes qui permettent de faire plutôt des mesures d'intensité, donc d'une caractéristique seule, des techniques de profil sensoriel, où on va faire une carte d'identité sensorielle du produit, ou encore d'autres techniques plutôt qui correspondent à des méthodes discriminatives
On va s'assurer qu'il n'y a pas de différence perceptible entre les produits. Donc ça, c'était une première information pour nous de regarder ces différentes méthodes, et on a regardé aussi dans les différentes études, plus en détail, comment elles avaient été mises en œuvre. On s'est assuré aussi dans les données qu'on a recueillies, qu'on a retenues dans notre base, qu'elles correspondaient à des pratiques, de bonnes pratiques d'évaluation sensorielle, notamment en termes de nombre de sujets interrogés. Donc ça, c'est des éléments qu'on a recensés aussi de notre côté, pour valider les données de la base. Ce qu'on en a retenu aussi, c'est à un moment donné un besoin, voilà, de faire un petit résumé sous forme de fiche de synthèse des différentes méthodes sensorielles qui peuvent être mises en œuvre dans ce contexte-là quand on cherche à faire une réduction en sel notamment. Et on a résumé les choses, voilà, sous forme de fiches synthétiques, un peu comme celle-ci. Donc je vais vous représenter les différentes méthodes qu'on a rencontrées et présenter pour chacune en fait le principe de ce que ça implique et le type de résultat qu'on peut viser avec chaque méthode. Donc en premier, le test hédonique, ça va reposer sur le principe d'une mesure d'acceptabilité, hein, principalement par les consommateurs. Les sujets qui vont être impliqués dans ce type d'études, on va interroger directement les consommateurs avec une précision ici sur l'effectif interrogé. Aujourd'hui, les recommandations dans le cadre des tests hédoniques sont plutôt de 100 consommateurs par défaut et pas en dessous, en tout cas, de 60 personnes interrogées. Dans ce type de test, en général, on va confronter différentes formulations réduites en sel par rapport à notre produit témoin. Il faut avoir en tête aussi que dans la mesure où les consommateurs goûtent l'ensemble des produits, on va être limité quelque part en nombre de produits qu'on peut leur soumettre à l'évaluation si on veut faire une bonne mesure d'acceptabilité. Ce qu'on va chercher à regarder, ce qu'on est capable de mesurer avec ce type d'approche, c'est l'impact de la réduction en sel sur le niveau d'acceptabilité du produit. Et ce qu'on cherche à obtenir, c'est identifier quel est l'échantillon qui va être le plus réduit en sel et qui obtiendra un niveau d'appréciation équivalent, voire si on peut plus apprécier que le témoin, mais au moins équivalent au témoin. Donc ça, c'est l'approche la plus courante. Une autre technique qui peut être utilisée aussi dans ce contexte, ça va être le profil sensoriel, donc des tests plutôt descriptifs, où là, le principe repose sur des mesures de caractéristiques sensorielles du produit, pour lesquelles on va en général solliciter plutôt des jurys entraînés, des personnes qui sont capables de reconnaître les caractéristiques sensorielles et de mesurer leur intensité. J'ai mis éventuellement consommateur, parce qu'il y a des techniques parfois où on va plutôt mesurer des caractéristiques par rapport à un niveau d'attente et sur des critères simples, on peut en effet faire appel à des consommateurs. Mais le plus souvent, on sera ici avec des jurys entraînés. Là encore, au niveau des produits testés, on va pouvoir comparer différentes formulations réduites en sel avec le produit témoin et on va pouvoir travailler sur un nombre un peu plus important de produits que ce qu'on s'autorisait à faire avec des tests hédoniques, dans la mesure où on est avec des jurys entraînés et où ils vont se focaliser sur des critères spécifiques. Donc on peut travailler sur un plus grand nombre de produits dans ce cas-là. Et ce qu'on va regarder, ça va être, cette fois-ci, l'impact de la réduction en sel sur les caractéristiques sensorielles du produit. Donc voir comment, les caractéristiques évoluent, en fonction des reformulations. Et ce qu'on va chercher à identifier, c'est finalement un échantillon, réduit en sel qui va avoir les caractéristiques sensorielles les plus proches possibles de celles du témoin, avec l'objectif derrière que ça n'impacte pas, la satisfaction. Mais on n'a pas une mesure directe de satisfaction, on s'assure juste que les caractéristiques sensorielles sont les plus proches possibles du témoin. Dans la même idée, on peut faire des mesures d'intensité, donc finalement ça repose sur le même principe que le profil sensoriel, sauf qu'on va se focaliser, dans les mesures d'intensité sur un critère spécifique et là, en l'occurrence, l'intensité du goût salé. On a mis, ce type de mesure dans un tableau à part parce que c'est quand on fait ces mesures d'intensité et qu'on se focalise sur un critère, on a des cas où on a des mesures qui vont être en statique, donc on demande, le consommateur goûte le produit et on lui demande le niveau d'intensité perçu, ou ça peut être en dynamique, c'est-à-dire pendant la consommation,
où au fur et à mesure de la consommation, les sujets indiquent le niveau d'intensité perçu. Et donc là, ça a aussi un intérêt par rapport à des goûts de sel notamment qui peuvent apparaître plutôt en fin de consommation, par exemple. Donc ça, ce type d'approche, on va le faire en général avec des jurys entraînés. Là encore, on peut comparer un nombre relativement important de produits, enfin, toujours en faisant attention au risque de lassitude, mais on mesure un seul critère, donc on va se permettre de travailler sur un peu plus de produits. Et là, on va regarder l'impact de la réduction en sel sur l'intensité du goût salé perçu. Et là, dans la même idée, on va chercher à avoir un échantillon, à sélectionner l'échantillon réduit en sel qui a l'intensité de goût salé la plus proche possible de celle du témoin, dans l'idée que ça n'impacte pas l'appréciation derrière. Le dernier test de la catégorie, c'est les tests discriminatifs. Donc, c'est des tests où on va comparer directement les différents échantillons dans l'objectif de regarder s'il y a des différences perceptibles entre produits ou, à l'inverse, si on est capable de conclure à des similitudes entre produits. On peut travailler sur ce type de test avec des consommateurs ou des jurys entraînés, tout dépend de la réponse qu'on souhaite obtenir, hein, si c'est la vision des consommateurs ou la vision de personnes qui sont un peu plus entraînées en évaluation sensorielle. Et donc, dans le principe, on va comparer à chaque fois, faire des comparaisons successives de formulations réduites versus le témoin. Et on cherche à regarder si la réduction en sel va impacter globalement la perception d'ensemble du produit, voir s'il est perçu différent ou pas du témoin. Ce qu'on cherche à avoir dans ce cas-là, c'est d'avoir un produit qui sera pas différent du témoin. Le mieux, c'est d'arriver à prouver que le produit réduit en sel est similaire au témoin. Donc les consommateurs identifie pas du tout de différence entre les produits. Donc ça, voilà, ça permet de redonner un peu un panorama des différents tests disponibles quand on est dans un contexte de reformulation ou de réduction en sel et qu'on a représenté ici, mais je reviens pas dessus, c'est juste, on a regroupé l'ensemble des tests pour bien voir la différence et comprendre que ces différents types de tests peuvent contribuer à nous donner des informations dans un contexte de réduction et de reformulation, mais ils ne nous donnent pas tout à fait les mêmes types de résultats et c'est pas exactement les mêmes effets qu'on cherche à mesurer avec ces différentes approches. En tout cas, ce qu'on retient et ce qu'on a regardé, hein, nous aussi dans le projet Sensonut, c'est d'identifier, comme on disait, les niveaux de réduction acceptables. Donc, par définition, ce qu'on a considéré comme un niveau acceptable, ça sera le taux de sel minimal qui n'engendre pas de diminution d'acceptabilité significative par rapport à un produit témoin, hein, d'où ce que rappelait Lucille tout à l'heure. À chaque fois, il faut bien avoir en tête que l'ensemble des résultats et des niveaux de réduction qui sont présentés restent toujours par rapport au niveau d'un témoin qui était inclus dans les études. Ceci dit, on peut aussi, si on arrive à prouver que le produit réduit en sel n'est pas significativement différent du témoin ou que ses caractéristiques sensorielles ne sont pas différentes du témoin, on peut aussi supposer qu'on n'aura pas d'impact sur la satisfaction et qu'on a atteint aussi un niveau de réduction qui est acceptable. Donc voilà, on vous a présenté ici les différents résultats issus du projet, enfin, une partie, hein, puisque ça ne concerne ici que la réduction en sel. Et ce qu'on voulait vous montrer maintenant, c'est comment on peut exploiter directement et concrètement ce type de résultats en prenant l'exemple d'un cas d'étude où on serait sur une réduction en sel d'une soupe à la tomate. Et donc Maëlène va vous montrer comment mettre en œuvre les outils et les résultats qu'on vient de vous présenter. Oui, tout à fait. Merci Virginie. Donc du coup, on a pris une recette de soupe à la tomate que vous voyez ici, avec de la sauce tomate à 61%, de l'eau 23%, du sel 0,5%, des carottes, céleri, oignons à hauteur d'à peu près 5%, un petit peu moins de 5%,
des herbes, de l'origan, du basilic, de la marjolaine, du thym et des jeunes pousses. Donc cette soupe, donc on a calculé la teneur en sel de la soupe, donc qui serait étiquetée sur le packaging. Donc on arrive à 0,76 g de sel pour 100 g de produit. Et on a aussi calculé son Nutri-Score qui est le Nutri-Score B. Donc comment réduire cette soupe en sel? Donc habituellement, on procède plutôt par essai-erreur. On prend la composition de la recette, on prend les valeurs nutritionnelles des ingrédients et on calcule les teneurs en nutriments de la combinaison. Et puis, on remodifie un petit peu la recette et on calcule la teneur en nutriments que ça nous donne. Et on recommence jusqu'à obtenir une combinaison qui nous convienne. Au sein du réseau Actia NutriPrevious, nous, on a décidé d'essayer de simplifier cette méthode essai-erreur en utilisant la programmation linéaire et en se basant sur des contraintes concernant les ingrédients de la recette. Donc, on part d'une recette et de la composition nutritionnelle des ingrédients. On y ajoute une liste d'exigences nutritionnelles, donc de contraintes nutritionnelles. Par exemple, on veut que le produit il ait telle teneur en sel. Et donc, du coup, on obtient, grâce à la programmation linéaire, directement une recette qui va répondre à toutes les contraintes que nous avons apportées au départ. Et donc, la programmation linéaire est utilisable grâce à la fonction solver d'Excel. Et donc, comme c'est utilisable grâce à la fonction solver d'Excel, on a mis au point un outil, donc toujours avec le soutien financier de l'Actia. On a pu mettre au point l'outil qui s'appelle Optinut et qui est téléchargeable gratuitement sur le site de l'Actia. Lucille vous a mis normalement le lien de téléchargement sur le chat, sur la partie conversation. Donc, c'est un outil Excel que je vais vous présenter plus en détail et qui utilise la programmation linéaire pour pouvoir optimiser notamment le Nutri-Score des produits, mais pas seulement. Donc, comment il se présente? Donc, il a différents onglets, puisque c'est un fichier Excel. Donc, il y a un onglet Notice, un onglet avec la table SICAD 2020, un onglet avec la recette du produit, donc la liste des ingrédients, les quantités en pourcentage, les valeurs nutritionnelles qu'il faut indiquer dans l'outil. Ensuite, on a un onglet diagnostic nutritionnel, donc, qui calcule automatiquement et permet le décryptage du Nutri-Score du produit tel quel. Et aussi la contribution des différents ingrédients de la recette aux apports en différents nutriments. Donc ensuite, on a différents onglets qui permettent de reformuler les différents critères du Nutri-Score. Donc, on a appelé les onglets OptiScore. Donc, l'outil permet d'optimiser chaque nutriment pris en compte dans le cadre du calcul du Nutri-Score. Et on a un onglet Récap Opti Nutri-Score où on a toutes les améliorations et les recettes possibles. On a également un outil formulation libre qui s'appelle OptiLibre où on peut optimiser d'autres éléments que le Nutri-Score seulement. Donc, on a, donc vous verrez quand vous cliquerez sur le lien du téléchargement, on a deux versions de l'outil Optinut. On a une première version donc, qui datait de 2017 quand le Nutri-Score est sorti. Mais comme vous le savez certainement, l'algorithme du Nutri-Score a évolué en 2024 et l'arrêté a été signé très récemment, mi-mars 2025. C'est le nouveau mode de calcul qui est maintenant en vigueur. Et donc, en lien avec ces nouveautés, nous avons sorti une nouvelle version en 2024, enfin
a appelé 2024, puisqu'on l'a sorti en 2024, du Nutri-Score, qui comprend donc le nouvel algorithme de calcul du Nutri-Score. On a ajouté le cas particulier des viandes et produits à base de viande. On a aussi ajouté d'autres nouveautés, donc notamment la possibilité d'améliorer la prise en compte de l'impact des procédés à l'échelle des ingrédients, grâce à la possibilité d'ajouter des facteurs de rétention nutritionnelle. Et aussi, on a ajouté différents onglets issus du projet Sensonut. Donc les onglets qui permettent d'identifier des seuils en sel par catégorie de produits, soit les seuils de Locali, soit les recommandations de l'OMS. Et puis aussi les teneurs en sel minimales acceptables du point de vue sensoriel par les consommateurs, donc issus du projet Sensonut. Donc en fait, issu du projet Sensonut, on a 4 onglets dans l'outil Optinut. On a un onglet sel acceptabilité qui indique les résultats vraiment du projet Sensonut, jusqu'à quelle teneur ou quel pourcentage de réduction puis-je réduire la teneur en sel de mon produit tout en maintenant son acceptabilité. On a un onglet donc, avec la représentation graphique de ces différentes teneurs. On a un onglet avec les teneurs en sel issues de Locali, sachant qu'on avait recueilli ces données en 2023. Et on a un onglet avec les seuils de recommandation de l'OMS pour différentes catégories de produits qui ont été publiés en 2021, comme je vous le disais en introduction. Donc, je vais maintenant vous faire une démonstration de l'outil. Donc, je ne sais pas s'il apparaît à l'écran. Oui, c'est OK, Maëlle. Ouais, c'est OK. OK, super. Merci. Donc voilà, c'est un fichier Excel avec différents onglets. On les voit ici. Donc le premier onglet, c'est l'onglet Notice. Donc, comme je vous le disais, donc l'outil Optinut a été mis au point par le réseau Actia NutriPrevious avec le soutien financier de l'Actia. Donc dans ce premier onglet, vous avez accès à la fin au contact du réseau Actia NutriPrevious si vous avez des questions et que vous souhaitez nous contacter par rapport à l'outil et à son fonctionnement. On a un petit rappel des règles de diffusion et de communication sur le produit. Et puis, on a la notice d'utilisation qui comprend notamment un petit tutoriel en 3 minutes qui est disponible sur Internet pour vous rappeler un peu comment il fonctionne et qui vous explique comment fonctionnent les différents onglets. Donc, je passe rapidement. Ensuite, nous avons l'onglet Recettes. Donc, dans cet onglet, il faut indiquer toute la liste des ingrédients de votre produit. Ensuite, les quantités en pourcentage. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour la soupe à la tomate. Ensuite, il est nécessaire d'indiquer la famille de produits à laquelle appartiennent chacun des ingrédients par rapport au calcul du Nutri-Score. Donc là, nous avons la sauce tomate qui fait partie de la famille fruits, légumes, légumes secs. Ensuite, on a l'eau, le sel, donc ils font partie d'autres catégories de produits. Tous les ingrédients font partie des catégories fruits, légumes, légumes secs. Et on a aussi une catégorie viande rouge. Qu'ensuite, une fois qu'on a rentré notre recette, et les quantités et les familles de chaque ingrédient, on passe à la composition nutritionnelle de chacun des ingrédients. Donc là, à ce niveau-là, généralement, on prend les fiches techniques des produits. Ou quand il s'agit d'ingrédients bruts comme la carotte, on n'a pas forcément de fiches techniques. Donc là, on a l'onglet qui est très pratique, qui est l'onglet SICAL 2020, qui reprend toutes les données de la table SICAL 2020. Et donc, il suffit d'aller dans la petite recherche, on tape carotte par exemple, hop.
Et donc là, on a par exemple la carotte crue. Il suffit de faire copier, coller dans l'outil et on a automatiquement les valeurs. Alors dans le SICAL, souvent, il faut recalculer l'énergie en kilojoules ou il peut y avoir des éléments manquants. Et donc c'est là qu'intervient la colonne contrôle 100 qui nous permet de vérifier s'il manque certains nutriments ou pas. Il est bien aussi d'indiquer toujours la source de données qui nous permet de savoir d'où les valeurs nutritionnelles viennent. Et ensuite, on saisit le rendement pondéral. Donc, c'est le rapport entre le poids total du produit fini par rapport au poids total des ingrédients à la mise en œuvre. Là, dans le cas d'une soupe à la tomate, on va avoir de l'évaporation d'eau à la cuisson. Donc, du coup, on a mis le rendement de 0,9%, de 0,9, pardon, qui nous permet de mettre en évidence cet impact et d'avoir des valeurs nutritionnelles calculées qui soient au plus proche de la réalité. Donc là, je parle très rapidement. Hop, on a tout à droite la possibilité d'indiquer des facteurs de rétention nutritionnelle s'il y avait un impact process sur certains ingrédients à prendre en compte, sur certains nutriments de certains ingrédients à prendre en compte. Et pas uniquement le rendement global, si on veut aller plus loin que le rendement global. Donc ensuite, on a l'onglet diagnostic nutritionnel. Donc ça nous calcule automatiquement le Nutri-Score du produit. Donc là, c'est le Nutri-Score B de la soupe à la tomate. On a aussi le score en chiffres. Donc là, on a le score de 1 et on a un rappel de l'échelle du Nutri-Score. Donc on voit que on pourrait éventuellement facilement passer du Nutri-Score B au Nutri-Score A, puisque quand on est à 1, on a un Nutri-Score B, et quand on est à 0, on passe au Nutri-Score A. On voit aussi que parmi les éléments de la composante négative, donc énergie, acides gras saturés, sucre et sel, on voit que finalement, c'est le sel qui apporte les 3 points de la composante négative. Et au niveau de la composante positive, donc protéines, fibres et pourcentage de fruits, légumes secs, on voit que c'est le pourcentage de fruits, légumes secs qui apporte 2 points à la composante positive. Quand on va en bas de ce tableau de diagnostic nutritionnel, on a un autre tableau qui indique la contribution des ingrédients à chaque nutriment. Et donc, on voit par exemple pour la colonne sel que ce qui contribue dans cette recette le plus à la teneur en sel du produit fini, c'est l'ajout du sel et la sauce tomate. Et éventuellement un tout petit peu la carotte et le céleri. Donc, à partir de ces informations, on peut revenir au niveau de la recette et indiquer des contraintes, donc des quantités minimales et maximales d'ingrédients dans la recette pour pouvoir jouer sur les teneurs en ingrédients de la recette et l'optimiser d'un point de vue nutritionnel. Donc là, je vais faire hop, un petit copier-coller. Voilà. Donc là, on a mis, par exemple, pour la sauce tomate, des teneurs entre 58 et 65% au lieu de 61,48%. Donc, avec donc la possibilité d'éventuellement réduire un peu la sauce tomate, du coup un petit peu augmenter l'eau. Pour la teneur en sel qui était l'ajout en sel qui était de 0,5, on a mis des teneurs entre 0 et 0,5 puisque le but c'est de diminuer la teneur en sel du produit. Et pour tous les autres ingrédients, on a mis la possibilité de les augmenter un petit peu pour pouvoir, même si on réduit un petit peu la sauce tomate, conserver le goût, même si on réduit la sauce tomate et le sel. Donc après, logiquement, on va directement à l'onglet OptiSel pour optimiser la teneur en sel du produit. Donc on voit qu'on peut indiquer une teneur minimale souhaitée en sel. Et donc là se pose la question de jusqu'à quelle teneur minimum je voudrais aller. Et c'est là qu'interviennent les onglets sel acceptabilité issus du résultat du projet Sensonut,
où on voit déjà que, donc soit sous forme de tableau ou l'onglet suivant, soit sous forme graphique. Là, je vais vous le présenter sous forme de tableau. Donc, on voit par exemple que dans le SICAL, on est à 0,64 g de sel pour 100 g de soupe à la tomate, en moyenne. Qu'au niveau de l'Ocali, on est en moyenne à 0,66 g de soupe à la tomate. Et nous, notre soupe à la tomate, hop, je reviens au niveau de l'onglet Diagnut. Hop, on a une teneur en sel de 0,76 g de sel. Donc déjà, on est au-dessus de ces valeurs-là. Donc après, on peut déjà se dire, je voudrais réduire mon produit jusqu'à 0,64 g de sel, voire 0,60 qui est le seuil de l'OMS, recommandé par l'OMS pour la soupe. Donc dans ce cas-là, on va dans l'onglet OptiSel, on met « Je voudrais réduire jusqu'à 0,6 ». Après, très simplement, on lance le solver OptiSel. Hop, il nous a trouvé une solution, c'est parfait. Et donc là, on voit qu'avec la recette optimisée, on obtiendrait un Nutri-Score A et on obtiendrait bien 0,6 g de sel au 100 g. Après, on se dit qu'on voudrait aller plus loin que le seuil de l'OMS. Si on se dit qu'on voudrait vraiment réduire la teneur en sel de la soupe à la tomate, on voit que, donc, issu des résultats du projet Sensunut, on a un pourcentage moyen de réduction acceptable de 37,5 %. On peut aller même jusqu'à 45 % maximum de réduction acceptable. Donc 45 %, ça nous fait 0,42 g de sel. Donc là, on peut aussi comparer à l'Ocali où au niveau du marché, on peut éventuellement descendre jusqu'à 0,35 a priori. Donc pareil, on peut retourner dans l'onglet OptiSel. On tape 0,42 g de sel, par exemple, si on veut réduire que de 45 % parce qu'on pense que c'est la teneur qui va être acceptable. On lance le solver. Hop, on a bien, donc on a une soupe à la tomate qui est passée du Nutri-Score B au Nutri-Score A et une teneur en sel qui est bien de 0,42 g. Toujours dans cet onglet, on voit aussi que on pourrait même aller jusqu'à 0,25 g de sel en moyenne. 0,25 g de sel réduit accepté. Bon, pour ça, il faudrait s'assurer par des tests sensoriels parce qu'on voit que dans le Locali, on est déjà descendu jusqu'à 0,35 mais pas jusqu'à 0,25. Mais c'est pareil, donc on peut retourner dans l'onglet OptiSel, indiquer je veux 0,25 g de sel au 100 g, on relance le solver et ça nous recalcule les valeurs nutritionnelles. Et donc là également, je ne vous ai pas montré la recette optimisée qui est ici. Donc on a aussi l'onglet Récap Opti où si on optimise, si on ne sait pas trop ce qu'on veut optimiser, qu'on teste un petit peu tous les nutriments, ici on a un tableau récapitulatif où on a le Nutri-Score avant la recette initiale, le Nutri-Score optimisé, les valeurs des nutriments. Donc là on a bien 0,25 g de sel pour la recette optimisée. Excusez-moi. Et en dessous, on a les valeurs, enfin la recette qui permettrait d'obtenir ces valeurs nutritionnelles optimisées. Donc avec un petit peu moins de sauce tomate, en effet, 59 %, un petit peu plus d'eau, 25 %, seulement 0,04 g de sel ajouté et par contre plus de carottes, céleri, oignons et puis herbes aromatiques dans la recette. Hop. Là, j'en ai fini avec la démonstration. On va pouvoir repasser au diaporama.
Donc voilà, ça c'était la recette finale avec éventuellement 0,25 g de sel et un Nutri-Score A. Mais effectivement, ce serait à valider par des tests sensoriels. Donc, comme l'évoque Maëlène, la suite logique, hein, une fois qu'on a réussi à trouver la bonne formule. Ah bah, tu avais encore une Oui, j'ai eu petite encore slide derrière, excuse-moi. c'est ça. Il n'y a pas de mal. Du coup, oui, c'était juste pour parler des avantages et des limites de cet outil Optinut. Donc, l'avantage, c'est que ça utilise les atouts d'Excel. C'est une interface assez facile à prendre en main. Ça permet de faire du calcul nutritionnel, de faciliter le décryptage du Nutri-Score. Mais uniquement pour le cas général, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, pour tout ce qui est boisson, fromage, il faudrait un outil Optinut qui soit spécifique et qu'on n'a pas développé pour le moment. On n'a pas eu de demande particulière, mais si jamais vous avez des demandes, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça permet d'envisager aussi de nouvelles recettes optimisées dans un schéma différent par rapport à la reformulation classique. Alors, par contre, ça nécessite une bonne connaissance du produit, du process et de la réglementation pour les transformer en contraintes techniques, fonctionnelles et nutritionnelles au niveau des quantités d'ingrédients. Alors, ça ne prend pas en compte simultanément plusieurs fonctions à objectiver. Vous avez vu, c'est critère par critère du Nutri-Score, puisque c'est une limite de la programmation linéaire sous Excel. Et ça ne remplace bien sûr pas tous les essais sensoriels notamment. Donc voilà, pour enchaîner sur le cas, la partie sensorielle, donc on se remet dans la peau, en effet, d'un industriel qui aurait voulu retravailler sa recette de soupe à la tomate. Il utilise Optinut, il arrive sur la recette qu'avait identifiée Maëlène. La question qui se pose après, c'est de savoir est-ce que cette recette va être acceptable pour les consommateurs. Donc pour illustrer ça, on a repris un cas d'étude qui était issu d'un des projets, hein, qu'on a retrouvé dans l'étude de la littérature quand on a fait l'analyse bibliographique Sensonut, où justement la problématique était une réduction en sel sur la soupe à la tomate, avec différentes stratégies. Ça pouvait être une réduction directement de sodium ou aussi l'ajout d'herbes et d'épices. Donc pour illustrer ce cas, on a repris là, les exemples de l'étude qui avait été réalisée. Donc cette fois-ci, il était parti d'une soupe standard qui était à 0,42 g de sel pour 100 g, hein, donc ce qui est plutôt en dessous de ce qu'on voit sur le marché, de ce que Maëlène a pu montrer comme chiffre, hein, dans les résultats observés au niveau de Locali ou autres. Donc on est parti de ce standard-là et avec différents niveaux de réduction en sel. Réduit à 32%, de 32, 46 ou 57%. Et ces 4 produits ont été soumis dans une étude d'acceptabilité, donc type test hédonique, à 100 consommateurs qui ont testé de manière monadique séquentielle les 4 soupes et donné des niveaux d'appréciation sur une échelle à 9 niveaux en termes d'appréciation globale, mais aussi en précisant ce qu'ils avaient pensé du goût et de la texture. Ce qu'on a dans le petit cadre en bas, c'est un extrait des résultats, hein, qu'on a repris de la publication, où on voit que sur ce premier essai, en fait, en termes d'acceptabilité globale sur la première ligne, finalement, on n'avait pas de différence significative entre les 3 premières recettes, c'est-à-dire que le niveau réduit de 46% en sel, ce qui revenait à une teneur en sel de 0,23 g pour 100 g, n'était pas différemment apprécié de la recette standard. On reste avec une note de 6,1 comparable au standard qui avait recueilli la note de 6,6. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on pourrait, par une réduction pure, sur la base de cette recette de départ, obtenir une réduction de l'ordre de 46%. Là, dans le cas d'étude, le projet est allé un point plus loin, puisqu'il cherchait à regarder comment on pourrait réduire encore un petit peu plus.
Donc, il y a eu une seconde étape où l'objectif était cette fois-ci de pouvoir donc viser toujours un taux de réduction qui était de l'ordre de 50% et compensé par l'ajout de différentes herbes et épices. Donc, plusieurs versions de la recette de soupe ont été testées. On vous présente ici les résultats d'une recette qui était plutôt typée origan. Et là, la stratégie de test aussi était un peu différente. Donc, on a gardé la recette standard qui, cette fois-ci, était un petit peu plus élevée hein, que la précédente. Donc là, ça correspondait vraiment à un produit du commerce qui était à 0,57 g de sel pour 100 grammes et qui a été donc soit réduit directement à 0,26 g ou réduit avec une compensation, un ajout une modification de la recette en tout cas, avec l'ajout d'herbes et d'épices. Donc ce qui nous revenait à une réduction qui dépasse du taux de sel qui dépasse les 50% cette fois-ci. Et pour regarder comment ces recettes étaient acceptées, dans l'étude, il y a eu tout un protocole en fait, qui consistait à regarder comment les consommateurs sont capables de s'habituer aussi à ce type de goût. Donc ça n'a pas été, mesuré que, dans une évaluation sensorielle, à un instant T. Il y a eu un protocole d'exposition, aux produits. Donc, l'étude a été menée sur 145 consommateurs représentatifs de la cible de consommateurs de soupe et plusieurs produits ont été testés. Donc le standard, comme on a vu tout à l'heure, celui qui était seulement réduit en sel et celui qui était réduit avec modification de la recette, ajout d'herbes et d'épices. Donc il y a eu une première exposition, enfin une première mesure en tout cas, avec une évaluation monétique séquentielle des 3 produits, au cours de laquelle des mesures d'acceptabilité, en précisant aussi ce qui était perçu en termes de goût, de texture, mais aussi l'intensité perçue du goût salé, les saveurs aussi amères et sucrées ont été mesurées. Et ensuite, il y a eu pendant 3 jours consécutifs une exposition aux produits. Donc cette fois-ci, les consommateurs revenaient et mangeaient une seule des 3 soupes. Ils ont été séparés en 3 groupes équivalents. Et une dernière mesure qui a été faite après cette exposition, où à nouveau les consommateurs ont retrouvé les 3 produits et fait une évaluation telle qu'ils l'avaient faite au premier jour. Donc, si on regarde les résultats et l'effet de cette exposition, donc là, la slide est un peu chargée, on a repris les résultats tels qu'ils étaient présentés dans la publication. Ce qu'on voit dans le premier tableau sur la gauche, c'est les mesures réalisées en pré-exposition, donc la première fois où les consommateurs ont vu les 3 produits, pardon. Et donc si on se focalise sur la première ligne, hein, qui correspond à l'acceptabilité globale, on voit finalement que lors de cette première mesure, il y avait des différences d'acceptabilité significatives pour les produits réduits en sel vis-à-vis du standard et qu'ils étaient moins appréciés que le standard. Donc on se dit en effet, bon, on a poussé un peu loin la réduction et on impacte l'acceptabilité en allant si loin. Mais ce qui était intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passe après l'exposition. Donc on voit malgré tout, après exposition, que cette différence d'appréciation, elle subsiste hein, et qu'elle reste en faveur du standard. Là, c'était des notes sur 100 cette fois-ci qui étaient données, mais on a des notes de l'ordre de 65 pour le standard et plutôt de l'ordre de 56 pour les produits réduits en sel. Néanmoins, on voit que cette différence, elle se retrouve, elle est quand même atténuée après l'exposition plusieurs fois aux produits. Et notamment que l'ajout d'herbes et d'épices aussi a compensé un petit peu cette différence d'acceptabilité, en tout cas sur la perception de la saveur salée, puisque c'est ce qu'on voit sur la ligne qui est encadrée en bleu, où on voit qu'en termes de perception de la saveur salée, il n'y avait pas de différence significative pour les consommateurs entre les 3 produits. Donc il reste une différence d'appréciation, mais qui était liée aussi à la recette, hein, puisque on avait ajouté aussi en termes d'arômes, et on a des goûts qui sont assez différents avec l'ajout d'herbes et d'épices. Donc ça, c'est un enseignement qui est intéressant et qu'on illustre là aussi en montrant l'évolution de l'appréciation
sur les jours d'exposition. Là, ce qu'on a représenté dans le graphique à droite, en fait, c'est les niveaux d'appréciation moyens pour les 3 groupes de consommateurs au cours de l'exposition. Et ce qui est représenté surligné en bleu, c'est l'appréciation pour le groupe qui testait la nouvelle soupe aromatisée avec l'ajout d'origan et d'herbes. Et on voit qu'on a une évolution quand même assez importante de l'appréciation. Donc, ce qui veut dire qu'avec une exposition suffisante, on arrive à faire accepter aussi à la fois la réduction en sel et le nouveau goût de cette recette. Donc, ce qu'on retient de cette étude, c'est que donc là, en effet, une réduction de sel de l'ordre de 50%. Pour de la soupe à la tomate, ça va un petit peu loin et on voit qu'on avait une perte d'acceptabilité de la part des consommateurs. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est risqué de lancer un produit de ce type-là directement en magasin parce qu'il y a un risque de déception des consommateurs et pas de réachat. Mais dans un contexte différent où on est capable de maîtriser une exposition des consommateurs aux produits, on peut se placer dans le cadre de restauration hors foyer où on pourrait avoir cette exposition répétée possible. On se dit que finalement, on peut pousser assez loin la réduction en sel si on combine aussi ces stratégies d'exposition aux produits. Donc voilà, c'était pour vous donner une illustration qui permet de voir de bout en bout comment on peut exploiter ces résultats et issus de l'étude Sensonut et les tester par le biais d'approches sensorielles. Pour résumer et en venir aux conclusions, hein, donc ce qu'on a pu vous montrer là dans le cadre du projet, des résultats du projet Sensonut, c'est qu'on a pu, au travers de cet exercice d'analyse de la littérature, identifier des études dans lesquelles on repère des réductions en sel qui sont acceptables sans dépréciation des produits et vous donner des résultats qui restent des résultats vraiment macro, on dirait, hein, puisque Lucille vous a montré tout à l'heure la grande variabilité qu'on pouvait voir au sein des catégories de produits et le fait qu'on n'avait pas forcément d'illustrations répétées sur différentes recettes. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne un aperçu de ce qui est atteignable sur des catégories de produits, en ayant toujours en tête que voilà, tout ça résulte du croisement de la recette, des différentes stratégies aussi de réduction en sel, avec ou sans compensation. Donc, il ne faut pas s'attendre en utilisant l'outil à trouver la réponse juste à votre problème et retrouver dans l'outil exactement la recette que vous avez. En revanche, voilà, ça peut être un guide intéressant qui vous renseigne sur vous donne un premier indicateur sur le niveau de réduction en sel qu'on serait susceptible d'atteindre. Ce qui est important, c'est de garder en tête cette nécessité de formuler les produits réduits en sel et on espère que voilà, ce type d'outil peut vous aider à rester dans cette stratégie-là pour en effet répondre aux enjeux de santé hein, qu'on a évoqués en tout début de la présentation et puis aussi en termes de valeur ajoutée sur votre produit, de pouvoir, par exemple, apposer des allégations nutritionnelles ou avoir un Nutri-Score plus favorable. Donc l'outil Optinut est là pour vous aider en effet à faciliter cette optimisation nutritionnelle. Donc voilà, on rappelle là que cet outil-là vous permet d'accéder à différents indicateurs, hein, ceux issus de l'étude Sensonut, mais aussi d'autres données issues du marché. Et que pour finir, une fois qu'on a travaillé la reformulation de son produit en utilisant ce type d'outil, on l'a vu, c'est nécessaire de s'assurer de l'acceptabilité du consommateur, hein, puisque ça restait quand même souvent un frein majeur en fait à ces reformulations et à la réduction en sel, sans oublier évidemment de répondre à tous les autres paramètres techniques et sanitaires qui sont nécessaires. Mais pour ce qui est de la partie sensorielle,
à réaliser au final. Là aussi, on peut avoir différentes stratégies. On a vu dans la présentation différentes méthodes qui se prêtaient à cet exercice-là pour valider des reformulations, avec le principal test à utiliser qui est le test hédonique. Mais on peut fonctionner en fait dans ces mesures sensorielles et par différentes approches. Soit on veut tout faire en une seule étape et à ce moment-là, la réponse sera plutôt obtenue par le biais d'un test hédonique puisqu'on a besoin de s'assurer que l'acceptabilité du produit n'est pas compromise, ou par un test de discrimination parce que si on montre que le produit réduit est identique au produit standard, là aussi, on aura notre réponse toute faite. Donc ça, c'est une approche possible, mais c'est pas toujours facile de fonctionner en une seule étape, parce qu'on a vu, on a souvent besoin d'ajuster un petit peu les recettes, et donc c'est difficile de tester un grand nombre d'échantillons dans ce type d'approche. Donc ce qu'on voit souvent, c'est aussi des fonctionnements en plusieurs étapes, où on pourra avoir dans un premier temps des tests descriptifs qui nous permettent de faire un screening un peu des recettes et mieux se rendre compte de ce que peut être l'impact en fait de la reformulation sur la perception de l'intensité de la saveur salée par les consommateurs. Donc on va pouvoir tester un certain nombre de recettes et faire du coup une présélection des échantillons dont les caractéristiques sont les plus proches du témoin, et c'est ceux-là qu'on va soumettre à l'étude hédonique qui, elle, implique d'interroger un plus grand nombre de consommateurs. Et on finit par s'assurer quand même de cette mesure d'acceptabilité auprès des consommateurs. Donc voilà pour les informations qu'on pouvait vous donner, notre retour d'expérience par rapport à cet outil, ce nouvel outil qui a pu être mis en place avec le projet Sensonut. Donc j'espère que voilà, ces informations vous seront utiles et on est à votre disposition pour répondre aux questions dans le temps qu'il nous reste. Tout à fait, donc il y a quelques questions donc que je vais reprendre. On a une première question, au début sur les 3 stratégies, de réduction, du sel. Avez-vous trouvé des éléments sur l'impact sur le prix proposé au consommateur et son acceptation? Je propose d'initier une réponse et je laisse, Maëlène et Virginie, compléter. À ma connaissance, les études abordaient pas du tout, cette question, de prix, pour le consommateur, derrière. Oui, exactement. Enfin, c'est vrai que c'est un critère qui est important. Là, dans les études qu'on avait, c'était des études qui étaient le plus souvent menées en aveugle, donc les consommateurs n'étaient pas informés non plus de la réduction en sel. Donc, c'était vraiment l'acceptabilité de la réduction sans information, ce qui est très différent aussi de ce qu'on peut attendre une fois que le consommateur est informé. Une question plutôt pour toi, Virginie, de nouveau. Pour la mesure hédonique, ne faudrait-il pas imposer une consommation entière du produit, car la perception en bouche évolue au cours de la dégustation? Et est-ce que le DTL ne serait pas mieux qu'un simple test hédonique statique? Alors, on l'avait évoqué rapidement tout à l'heure, ces mesures d'intensité qui peuvent être faites en prenant en compte justement cet aspect dynamique, la perception du sel dans le temps. On sait aussi que selon le process utilisé, la formulation du produit, les cristaux de sel peuvent aussi être perçus à différents moments de la dégustation. Donc, il peut y avoir un intérêt aussi à regarder ça pour comprendre la dynamique de la perception. Moi, ce que je retiens, c'est quand même surtout le premier critère, qui est l'importance de la taille de la portion, puisque en effet, on a bien conscience aussi par rapport au sel que c'est quelque chose qui va être un peu rémanent aussi comme perception. Et si on goûte juste une petite bouchée, on va pas avoir la même perception. Il faut vraiment que la dégustation en test hédonique, elle reflète une portion qui corresponde à ce que le consommateur consomme habituellement. Il faut que ce soit quand même une portion assez importante. Après, l'aspect dynamique, voilà, ça répond à une autre question pour mieux comprendre comment se révèle le goût du sel au cours du temps. Mais en tout cas, à minima, je retiens la taille de la portion qui est un élément important et qui limite aussi du coup sur le nombre de produits qu'on peut tester en approche hédonique.
Une autre question sans saut. Tu enchaînes, Virginie. Est-ce qu'avec votre expertise et recul, on pourrait transposer l'exemple du cas d'étude de la tomate à d'autres catégories de produits? C'est-à-dire que par l'exposition répétée et diminution progressive de la réduction de sel serait acceptée par les consommateurs. Donc sur les démarches de pas à pas Ouais. qui peuvent être utilisées. Et voilà, là c'est illustré avec le cas de la tomate, mais sur d'autres Mmh. catégories de produits. Bah, c'est déjà la stratégie qui a été utilisée en fait, sur la réduction en sel, dans le pain qu'on évoquait en début de présentation, hein, qui a été un effort, important, de la part du domaine de la boulangerie où, c'est finalement le taux de sel qu'on atteint maintenant, ça a été obtenu par une réduction progressive et donc on mise bien là, dans ce cas-là, sur, une certaine habituation, des consommateurs à avoir un goût, qui voilà progressivement donc là c'est un peu différent parce que, on a plutôt été dans une réduction, c'est à la fois une réduction progressive et une multiplication des expositions qui permettent d'atteindre ce niveau. Mais c'est sûr que voilà, c'est un élément qui joue aussi, et qui permet d'aller plus loin dans les réductions. Après voilà, on peut pas là le cas en tant que tel avec les valeurs telles qu'il est vu, ne peut pas être, transposé directement à un autre produit, mais le principe en tout cas, je pense qu'il peut l'être sur d'autres cas d'études. On passe à une question sur Optinut. Mylène, est-ce qu'il est obligatoire de mettre des contraintes mini et maxi pour chaque ingrédient ou est-ce que l'on pourrait mettre une contrainte uniquement pour un ingrédient comme le sel? Oui, en effet, on peut mettre des contraintes, uniquement sur un ou vraiment juste les ingrédients qui nous intéressent, et laisser les autres ingrédients tels quels si on veut modifier, à minima sa recette. Il y a pas de souci. Mmh. En tout cas, pour que la fonction tourne, il faut néanmoins mettre des valeurs pour chacun des ingrédients sur toutes les lignes. Oui, il faut quand même mettre des valeurs, mais on n'est pas obligé de mettre, De les modifier, on peut les laisser. voilà. Mmh. Une autre question, est-ce que vous avez des informations sur l'appropriation, l'utilisation par les professionnels de cet outil? Alors, j'initie une réponse. Mmh. Aujourd'hui, au Oui. travers des chiffres de téléchargement, on a un peu plus de 1100 téléchargements. Donc, effectivement, on essaye de communiquer au mieux auprès des entreprises pour qu'elles puissent tester, utiliser l'outil. On n'a pas toujours de retour, mais on en aimerait plus sur l'utilisation effective. Voilà, nous, tous les centres partenaires et l'Actia, on fait des démonstrations régulièrement en one-to-one ou à l'occasion de ces événements. À notre connaissance, ça va être utilisé, mais c'est vrai que de toute façon, c'est le positionnement aussi de l'outil. L'idée, c'est d'aller vers Optinut quand on a vraiment un projet d'amélioration nutritionnelle sur un produit. Donc là, ça va dépendre aussi des typologies de produits. On est sur de la formulation, donc des produits peu élaborés. C'est pas sur ce type d'outils sur lesquels on va s'orienter. Et puis, tout dépend de la stratégie de l'entreprise aussi sur ces efforts de reformulation ou tout simplement de formulation produit. Tu veux ajouter quelque chose, Mylène? Non, je suis en accord avec, Un ce que autre tu as retour dit. peut-être? Mmh. Peut-être, alors je revérifierai après. Une autre question donc sur le travail sur le sucre et les acides gras. Donc effectivement, on était sur réduction sucre et matières grasses également. Est-ce que le travail a déjà été réalisé ou est à venir? Donc le travail a été réalisé sur les réductions en sucre et matières grasses. Par contre, il est vrai que nous avons été assez surpris. On a identifié très peu de publications qui traitent de la réduction en sucre et de l'acceptabilité des consommateurs, et idem pour la réduction en matières grasses et l'acceptabilité des consommateurs. Ce qui fait que donc peu de publications, aucune méta-analyse. Donc on va dire qu'on a peut-être une petite dizaine de publications
par nutriment, donc ce qui représente moins d'une dizaine de produits en fait, qui ont été testés. Donc en termes de représentativité, on est vraiment très léger, hein. Pour vous dire, sur les produits donc avec réduction de sucre, c'est plutôt des produits sucrés. On avait voilà, 1 ou 2 confiseries, 2 confitures et un sirop, quelques glaces, quelques boissons. Et d'ailleurs, c'est les pourcentages de réduction dans les boissons, c'est là où elles étaient ils étaient le moins en termes de pourcentage. Et sur les matières grasses, là, on était effectivement plutôt au niveau des viandes, œufs, poissons et assimilés aussi, et un petit peu de produits laitiers qui ont été testés. Et aussi pas mal les glaces et crèmes glacées. Donc le travail était fait, mais on a vraiment très peu de résultats. C'est pour cette raison qu'on n'a pas jugé pertinent de les diffuser en comparaison à l'ensemble des résultats que l'on a obtenus qu'on a identifiés sur le sel. Hop, je regarde, je passe un petit peu en revue la conversation ou les questions-réponses pour voir si on avait fait le tour. Je pense que oui. Il y a quelques demandes pour avoir le fichier avec l'exemple de la tomate. Moi, j'ai noté les quelques noms des personnes. Si vous voulez aussi, dans le questionnaire de satisfaction, nous redire ou dans la conversation, il faudra qu'on évalue ça au cas par cas. On vous invite à télécharger Optinut. Normalement, tout est OK, mais revenez vers nous si ce n'était pas le cas. Et puis, voilà, il suffit de vous identifier, en fait, hein, c'est plus pour nos stats qu'on a besoin de votre inscription et de récupérer plutôt le fichier par ce moyen-là sur le site de l'Actia. Et aussi pour les mises à jour. Quand on Et fait des aussi mises pour à les jour, mises à c'est jour, ça. voilà, ce n'est pas prévu dans l'immédiat, il y en a déjà eu beaucoup. Mais effectivement, l'Actia transfère en tout cas la capacité de vous envoyer un mail spécifique lorsqu'il y a des mises à jour sur le fichier. Donc, je note les personnes intéressées pour l'exemple. On reviendra vers vous au cas par cas là-dessus. Et sinon, je vous le répète, le replay et le support de la présentation sera prochainement sur le site de l'Actia, actiadoc.eu. Un petit mot de la fin, sinon on va pouvoir clôturer. Je pense qu'on a fait le tour des questions-réponses. Je pense aussi. Du coup, voilà, de toute façon, vous avez à Merci pour l'écran nos coordonnées. aussi nos coordonnées. Voilà, si vous avez besoin de précision ou si vous avez d'autres besoins de conseils en nutrition ou sensorielle, on est à votre service pour cela. Vous avez en haut sur cette page aussi le site Actiadoc qu'évoquait Lucille, où vous pourrez retrouver le replay. Et sinon, on vous remercie pour votre participation. Merci à vous, très bonne journée. Merci, bonne journée, bonne continuation et merci pour ceux qui ont déjà répondu au questionnaire. Super, merci bien. Merci à tous, bonne Bonne journée. journée Au revoir, à bonne tous, journée. au revoir. Au revoir.